sommes les Gaulois réfractaires. Gaulois un jour, Gaulois toujours. Nous défendrons nos libertés. De l'esclavage mondialisé, leur dictature jamais soumise. Oh, restez vivants, restez unis. Marie veille sur notre combat. Jour et nuit, Marie veillera sur tous ceux qui, pour la France, donnent leur amour et leur bravoure. Hey! Nous sommes les Gaulois réfractaires. Que j'ai écrit et qui est sorti en septembre l'année dernière, donc c'est tout à fait récent. Et en fait, pourquoi ce livre? Parce que j'ai voulu faire une synthèse en fait de qui dirige réellement le monde, hein, parce que ce qui est intéressant, c'est que beaucoup d'auteurs ont écrit des choses incroyablement vraies sur le mondialisme et tout ce qui se passe, mais c'est souvent secteur par secteur, ce qui est très bien. Moi j'ai essayé de faire un peu une approche, disons, synthétique, et j'ai essayé de la rendre la plus claire possible et la plus digeste possible pour que chacun puisse comprendre, parce que c'est pas toujours évident à cerner de la façon dont cette oligarchie financière mondiale apatride agit. Alors, vous avez bien compris que je vais traiter beaucoup de la finance internationale, qui est quand même le fléau numéro 1 sur la planète. Et je vais traiter aussi des réseaux pédocriminels, parce que c'est vraiment les deux grands fléaux de la planète, c'est-à-dire d'un côté la finance internationale et de l'autre les réseaux pédocriminels. Souvent ils marchent ensemble, mais pas que. C'est-à-dire que malheureusement la pédocriminalité n'est pas uniquement l'apanage de la caste du dessus. Donc alors, je vais vous parler de la finance internationale d'abord. Alors, c'est un peu compliqué parce que depuis 3-4 décennies, les choses ont beaucoup changé. C'est-à-dire, on a vu l'émergence de monstruosités financières qui gèrent des milliards de dollars d'actifs. Et vous connaissez au moins les trois plus grosses entités aujourd'hui financières qui ont émergé depuis 30 ou 40 ans, à savoir le numéro 1 c'est BlackRock, le numéro 2 c'est The Vanguard Group et le numéro 3 c'est State Street. Alors, je vais parler donc du numéro 1, BlackRock. Alors BlackRock, c'est quoi? C'est un fonds d'actifs. Qu'est-ce qu'on appelle un fonds d'actifs? En anglais, ça s'appelle un hedge fund. En fait, ces gens-là gèrent des millions de dollars de leurs investisseurs. On départ dans les plus grosses multinationales, dans pratiquement toutes d'ailleurs, les multinationales occidentales, un petit peu en Asie, ils commencent à grignoter l'Asie. BlackRock aujourd'hui gère 9 000 milliards d'actifs. Déjà, moi j'ai du mal à aligner les zéros. En 2028, ce n'est pas mes calculs à moi, c'est des calculs d'économistes, BlackRock gérera 20 000 milliards d'actifs. 2028. 2028, c'est dans 4 ans. Ils ont la totalité des médias américains. Ils ont des parts dans toutes les grosses multinationales américaines et européennes, y compris en France, donc toutes nos grosses sociétés du CAC 40, ils ont des participations, ils ont des actions.
Et le fait d'avoir une participation dans les entreprises leur assure le contrôle et l'hégémonie. Alors vous allez me dire, ouais, mais quand on a à peine entre 5 et 10% d'actions, comment se peut-il que l'on ait la main mise sur la dite société? Eh bien en réalité, oui, parce que, et je vais vous en donner un exemple assez simple. Imaginons la réunion d'un conseil d'administration d'une grosse entreprise X. Voilà, donc il y a le PDG de l'entreprise, il y a ses actionnaires et il y a un émissaire de BlackRock, puisque BlackRock serait actionnaire donc de cette entreprise. À ce moment-là, le PDG se dit, voilà, les buts et objectifs pour 2024-2025, on va aller dans cette direction-là. Jusque-là, tout va bien. À ce moment-là, l'émissaire de BlackRock peut dire, bah nous, non, nous ne sommes pas d'accord, nous aimerions que les buts et objectifs aillent dans l'autre sens. À ce moment-là, le PDG a deux choix. Le premier, il dit oui, auquel cas l'affaire est réglée. Et le deuxième choix, il dit non. À ce moment-là, l'émissaire de BlackRock va dire, bah, nous respectons complètement votre décision, cher monsieur, mais nous allons retirer nos billes. Et retirer ces billes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la société est obligée de racheter les actions de BlackRock. Mais attention, ce n'est pas 10 000 € d'actions. Là, on parle d'actions qui se chiffrent en millions de dollars. Donc à ce moment-là, le capital social de la société va vaciller. Et il ne faut pas oublier aussi que les médias vont s'emparer de l'affaire en disant « Ah, l'entreprise X, BlackRock quitte l'entreprise X », ce qui veut dire que dès cette annonce qui serait faite dans les médias, automatiquement, l'action de la société fait une chute vertigineuse. À ce moment-là, le PDG il réfléchit très vite, il dit eh ben, ok, oui, on va faire comme vous voulez. Donc il obéit à BlackRock. Même si c'est 10%. Et oui. Oui, parce que c'est 10% où il y a énormément de millions de dollars. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas 10% d'une PME qui aura un capital social de 100 000 $. Là, c'est 10% d'une société qui brasse des millions et des millions de dollars. Donc, automatiquement, les pas de risque. Est-ce qu'on peut dire qu'ils s'entendent entre Vanguard qui contrôle BlackRock et State Street? Je vais y venir. Je vais y venir. Alors, voilà comment ça marche. Alors, BlackRock aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est quoi? C'est 12 000 personnes, c'est pas non plus énorme. C'est 5000 ordinateurs aussi, il faut le savoir, branchés en réseau, dans un lieu secret, dans 2 lieux secrets aux États-Unis. Je ne sais pas où ils sont, on ne sait pas où ils sont vraiment. Ils sont dans le coin du fleuve Mississippi, Missouri, aux États-Unis. Alors ces 5000 ordinateurs sont gérés par 2000 employés donc, de BlackRock. Et le problème, c'est que ces 5000 ordinateurs font la pluie et le beau temps sur les bourses internationales. C'est-à-dire que la moindre hausse, ils écrèment, ils engranchent. Et comme il y a des millions de dollars derrière, leur fortune à BlackRock s'accroît tous les jours. Et dès qu'il y a la moindre baisse, calme. Comme ce sont des ordinateurs, ce sont des robots. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, toutes les bourses internationales sont faussées. C'est-à-dire qu'un trader aujourd'hui ne peut plus faire la même analyse qu'il faisait il y a 40 ou 50 ans. Il y a 40 ou 50 ans, on pouvait faire une analyse d'une entreprise, on pouvait se dire « Ah oui, tiens, je crois en cette entreprise, je vais acheter quelques actions parce que je pense que son produit est bon, je pense que ça va aider, etc. etc. » Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Avec ces ordinateurs, ça fausse tout. Ça veut dire que même une société qui ne sera pas terrible, son action peut s'envoler parce qu'il y a des ordinateurs derrière qui font la pluie et le beau temps. Et c'est là le problème. Ah, je crois qu'il y a quelqu'un à la porte qui désirait rentrer. C'est Anna. C'est pour ça que j'ai laissé un peu le carte. Je fais une petite... j'ai mis sur pause, en attendant que monsieur rentre. Bonjour monsieur. Je me suis mis sur pause quand je vous ai vu, donc je vais reprendre dès que vous êtes installé. Installez-vous. C'est bon. Donc vous avez de la chance, je viens de commencer. Merci. Et je parle donc de la finance internationale et je viens d'expliquer BlackRock, le numéro 1. Donc, alors ce qui est intéressant avec BlackRock, c'est que ce projet
Comme quoi ils étudient beaucoup de choses, même le marketing, et surtout le marketing aussi, c'est parce que ce projet que je vous ai dit, là, les 5000 ordinateurs branchés en réseau, il a un nom, et c'est un acronyme, et ça s'appelle Aladdin. C'est fou parce que Aladdin, alors Aladdin in English, ça veut dire Asset Liability, et puis les autres, je ne l'ai plus là en tête. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont réussi à faire coller cet acronyme avec Aladdin, vous savez, la légende du fils du petit tailleur pauvre qui frotte sa lampe à huile et qui fait apparaître un génie, et lequel génie va exaucer tous ses vœux. Et bien même là, ils sont bons, je peux dire, parce que dans le subconscient collectif, Aladdin, bah oui, c'est bien, c'est sympa. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que derrière, c'est BlackRock, et ils ne sont pas du tout altruistes. Hein. Je vous le dis de suite, ils ne veulent pas le bien des entreprises dans lesquelles ils ont une participation. Ça, c'est clair. Bon, ça, c'est BlackRock. Après, j'en arrive à la deuxième monstruosité, et là, c'est The Vanguard Group. Alors, The Vanguard Group, ça, c'est encore plus intéressant que BlackRock, parce que, bon, bah, déjà, ils gèrent 7000 milliards d'actifs. C'est pas mal. Mais The Vanguard Group, ce qui est intéressant, c'est que ça a été fondé en 1974, si ma mémoire est bonne, ou 75. Et ça a été fondé par les 13 familles les plus riches au monde, qui n'apparaissent nulle part. C'est-à-dire que si vous allez regarder sur Internet The Vanguard Group, vous allez avoir sur Internet un conseil d'administration avec des gens lambda, alors des gens par des diplômes, hein, on est bien d'accord, hein, des gens qui ont fait les grandes études, les hautes études commerciales, ils ont des diplômes comme le bras, enfin, voilà. Mais en réalité, ces 13 familles n'apparaissent nulle part. Or, elles sont bien réelles, puisque c'est leurs capitaux qui sont dans Vanguard. Alors, ces 13 familles, vous en connaissez au moins deux. La famille Rothschild, je ne vous présente pas les Rothschild, hein, je ne vais pas m'étendre sur eux. Oui. La famille Rockefeller, vous la connaissez aussi. Astor. Voilà, moins connue. Astor. Pardon? Astor. Astor? Dupont. Oui. La famille Dupont. La famille Dupont de Nemours, oui. La famille Orsini, la famille Vanderbilt. Bush. De Bush. Non. Bush. Oui, Les Bush. Et au nazisme, on a des cités au nazisme. Non, là en fait. Donc, oui, non, mais au nazisme, il est un peu en dessous. Là, je parle des 13. Alors, parce qu'il y a eu des cooptations entre-temps. La famille Bush a été cooptée, il y a la famille royale d'Angleterre dedans, il y a Morgan, la famille Morgan, Orsini, Vanderbilt. Voilà, je vous ai un peu donné les 13 grandes familles. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que Vanguard, c'est là où c'est très intéressant, n'est pas coté en bourse. Donc vous ne pouvez pas acheter une action de Vanguard, ce qui fait que personne ne peut faire une OPA sur Vanguard. Très intéressant. En revanche, Vanguard est actionnaire de BlackRock. Donc Vanguard contrôle BlackRock. Vanguard est actionnaire de tous les grands labos pharmaceutiques, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Gilead, et le géant américain Gilead. Vanguard, c'est vraiment l'élite mondiale au-dessus. Ces gens n'apparaissent quasiment jamais. Vous n'entendez quasiment jamais parler de... Alors, Rothschild défraye un peu la chronique chez les résistants et chez les dissidents, mais en réalité, les Vanderbilt, les Orsini, tout ça, vous n'en entendez jamais parler. Même la famille royale d'Angleterre, ils font parler d'eux parce que c'est la famille royale d'Angleterre, mais point barre. Donc, je veux dire, ils décollent pratiquement les papiers peints, ces gens-là, mais ce sont eux qui sont au-dessus. Alors, comment ils font pour faire en sorte pour envoyer leurs ordres et leurs programmes en dessous? Et les envoyer dans tous les pays du monde, etc. Et c'est là où ça devient assez intéressant, parce qu'au-delà du qui, que je viens de vous citer, il y a le comment. Parce que ce qui est tout aussi intéressant du qui, c'est de savoir comment ils font. Et comment ils font? Ils ont des valets ultra-friqués en dessous. Et les valets ultra-friqués, vous les connaissez tous. Bill et Melinda Gates, George Soros, que je ne vous présente pas. Jeff Bezos. Voilà, ceux qui ont fondé Google, Facebook, Zuckerberg, Jeff Bezos, etc. Ces gens-là sont très riches, mais ils exécutent les plans de cette oligarchie au-dessus. Mais Zuckerberg, il n'est pas de la famille... Oui, il paraît, mais un peu. Mais il y a une légende urbaine...
moi, ce qui me fait toujours rire, si vous voulez, quand on nous a parlé des patrons de Google, de Facebook, et puis même Jeff Bezos, on nous a dit, ah, la légende urbaine, ils ont tous commencé dans leur petit garage, avec un petit clavier, Bon, ça, c'est la légende urbaine, ça. Parce que c'est vrai qu'ils sont peut-être intelligents, rien à dire, ils ont peut-être créé quelque chose, c'est tout aussi vrai. Maintenant, ils ont tous été financés et approchés par la CIA. Ah, bah tout d'un coup, il n'y a plus de petit garage, là. Voilà. Parce que Jeff Bezos, on s'est fait Bezos d'ailleurs, pour faire un jeu de mots. Ils ont essayé de nous la faire, mais en réalité, le gars, il est dans sa librairie aux États-Unis, puis tout d'un coup, il crée une monstruosité comme Amazon. Oui, bien sûr. Et la marmotte, elle en pleut, et le chocolat, enfin bon, je veux dire, quoi. Tout ça, c'est de la vaste fumisterie, quoi. Quant à Zuckerberg, oui, il a été vraiment approché, lui, vraiment aussi par la CIA pour fonder Facebook, etc., et travailler sur le métaverse aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est si vrai que sur Facebook, dès que vous passez une vidéo un peu dissidente ou résistante, bon, moi je me la fais sucrer à chaque fois. En revanche, qu'est-ce qu'on peut essayer de m'hameçonner, de l'hameçonnage, pardon, au niveau des sites porno et des trucs, c'est sans arrêt. Alors là, ils ne censurent pas. Curieusement, il n'y a pas de censure. Mais alors pour tout ce qui est dénonciation, résistance et tout, alors là, il y a une censure. C'est quand même très intéressant. Donc voilà un peu comment ça marche. Donc cette oligarchie, les valets ultra-friqués, et après ça pousse. Ils poussent les programmes pour pervertir toutes nos sociétés, pour mieux les contrôler et pour mieux continuer à servir la majorité de la population humaine, parce que de toute façon, ils n'ont qu'un but en tête, c'est accroître leur fortune et contrôler tous les jours la majorité de la population planétaire. C'est psychotique? Oui, ça l'est. Il ne faut pas attendre un raisonnement logique de ces gens-là. Oui, c'est vrai aussi. Il ne faut rien en attendre. Ces gens-là ne pensent pas comme vous et moi. Ils se lèvent le matin, ils ont une idée fixe qui est accroître sa fortune et contrôler toujours, encore et toujours la majorité de la population de la planète et accroître sa puissance. Et ils se couchent le soir avec les mêmes idées, en boucle. Et bien entendu, ils vont pousser leurs enfants à faire de même. Si vous naissez au sein de ce genre de famille, vous êtes déjà formaté avec le cerveau lavé. Donc, je veux dire, ça serait un peu compliqué pour un gamin d'arriver à se sortir de là. Il y en a qui s'en sont sortis dans la famille Rothschild. Ils ont été évidemment écartés. Il y en a une qui est décédée il y a un an, une petite jeune fille du côté de New York, assez jeune, elle a été assassinée. Donc ces gens-là, voilà un peu comment ça marche. Alors il faut bien comprendre ça parce que qui et comment. Alors après, ils envoient des chevaux de Troie pour mieux pervertir nos sociétés. Alors vous avez un exemple d'un cheval de Troie que vous connaissez tous, Covid-19. L'arrivée providentielle de ce virus, qui a défrayé, comme vous le savez, la chronique, et bien ça c'est un exemple d'un cheval de Troie magnifique, poussé par l'OMS. Il faut savoir que l'OMS est complètement obéi au doigt et à l'œil à cette oligarchie financière mondiale apatride. De toute façon, qui finance l'OMS aux 2 tiers, c'est Bill Gates. Pas l'oublier. Donc si vous voulez, Bill Gates a le contrôle quasiment de l'OMS, et de toute façon, tout le monde dit amen. Alors, cette histoire de Covid-19, ça a été vraiment un essai marqué, mené, je dirais, et bien marqué, et un bel exemple, justement, de contrôle total de la population. Et ça a bien marché. D'ailleurs, à part l'Afrique, qui n'a pas eu trop de conséquences, mais alors dans les pays occidentaux, quand même, on a eu la palme quand même. Un bref petit récapitulatif, parce que je ne vais pas trop revenir là-dessus, parce que je pense que vous connaissez bien le sujet. On nous a quand même imposé en France une attestation de sortie. Moi, je ne sais pas, depuis que j'étais à l'école, je ne me rappelais plus qu'il fallait signer à soi une attestation de sortie. Je me suis dit, ah ouais, c'est pas mal quand même.
On nous a imposé sur toute la planète un masque bleu chirurgical qui, alors lui, ne sert strictement à rien. Mais à rien. C'est-à-dire que quand... Rien de bon, rien de bon. Empêcher de respirer, empêcher de dialoguer. Voilà, c'est ça. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que même si vous voulez nous imposer un masque qui, soi-disant, pouvait être utile, c'est de toute façon pas le bon masque. Normalement, en cas de vraiment de virus, ça serait un masque FFP2 ou FFP3. Et là, ils nous ont imposé une masque bleu chirurgical et qui est toujours en vigueur dans les hôpitaux. Là, c'est ressorti, c'est ça qui est une histoire de fou d'ailleurs, et que tout le monde marche encore comme un seul homme. C'est que ce satané masque bleu a un maillage de 0,32 microns, alors qu'un virus fait entre 0,06 et 0,12. Donc le virus, il passe à l'espace. C'est moi. Voilà, coucou, bonjour, c'est moi. En fait, ce masque bleu n'a qu'un seul intérêt, c'est un chirurgien, quand il va opérer en milieu stérile. Évidemment, il a un masque bleu, pourquoi pas, et ça ne l'empêche, évidemment, s'il se met à éternuer pendant qu'il vous opère, il vaut mieux qu'il ait un masque. Voilà. Mais en milieu stérile. Le reste, ça ne sert à rien. Et ça a été prouvé par la FNOR, notre organisme français de la normalisation et de la certification des produits, qui a pondu un rapport là-dessus, en disant oui, effectivement, le masque bleu ne sert à rien. Bon, voilà. Fabuleux. Alors après, souvenez-vous, on a eu droit aussi, qu'est-ce qu'on a eu droit? On a eu droit au couvre-feu, j'ai toujours pas compris comment un couvre-feu pouvait arrêter un virus, je sais pas, un couvre-feu arrêter un virus. Il a peur du feu. Le virus était intelligent. Hein. Oui, oui. Après, vous pouvez plus voir votre café Antoine, il fallait passer, mais passer au-dessus. Voilà. Après, on a eu droit au... J'ai vu des gens conduire leur voiture avec un masque. Ça, j'ai dit, la vache, quand même, il faut vraiment en avoir envie. On a eu droit aux plages dynamiques, c'est vrai. Rappelez-vous, les plages dynamiques dans le sud de la France où il y avait des papilles qui allaient faire le shérif. Vous n'avez pas le droit de vous asseoir. Parce que si vous vous asseyez, vous prenez le virus en pleine poire, enfin vous prenez surtout le PV des hommes en bleu, mais à part ça, voilà, il faut rester debout, il faut être actif. Non, mais je veux dire, il faut quand même le faire. On a eu droit aussi, qu'est-ce qu'on a eu droit? On a eu droit, oui, à un prof de médecine, Salomon, pour ne pas le citer, qui nous a fait sur une grande antenne de radio, il nous a dit: alors, pour Noël 2020, papy, mamie, la bubuche de Noël, vous allez la manger dans la cuisine, et puis nous, on sera, et puis le reste de la famille, au salon. Oh, la vache, j'ai dit, la vache, le mec, il a fait 10 ans de médecine pour nous sortir une bêtise comme ça. J'allais dire une connerie, mais je suis un homme poli, enfin bon, bref, de toute façon. Oui, mais c'est pas possible de sortir des trucs pareils. Si, il l'a sorti, lui. Pas de visite dans les EHPAD. Ouais. Oh oui, pas de visite dans les EHPAD, pas le droit aussi d'aller dans les enterrements, enterrer ses proches, etc. Enfin, l'enfer. Et tout ça, c'est passé crème, et on a terminé... Ah oui, il y a eu aussi les campagnes de vaccination, rappelez-vous, le Savasavax, vous savez, les bus qu'ils avaient mis à Paris, sponsorisés par la radio débile, la Skyrock. Savasavax, oh vache, le truc infernal. On a eu droit au vaccinodrome aussi, rappelez-vous, les mecs ils arrivaient en voiture, soulevaient la manche, oh, des billes dans le bras, oh, ça va pas bien, allez vous garer là-bas et puis je m'occuperai de vous et récupérer. Bon bref, et on a eu le droit à Jean Castex aussi à l'époque, ministre quand même, alors celui-là était très intéressant. Alors boire le café debout, c'est interdit, c'est mortel. Bon, ah ouais, mais le boire assis, c'est autorisé, le virus il passe. On a eu les commerces non essentiels aussi, enfin on a eu droit à... Voilà. Mais le problème, ça a été quand même hyper bien suivi. Parce que ça a débouché sur des liquides frauduleusement appelés vaccins, qui aujourd'hui, malheureusement, il est prouvé de plus en plus que ces liquides frauduleusement appelés vaccins, malheureusement, ne font pas de bien. Et malheureusement, en 2 mots, ça altère le système immunitaire du corps humain. À vie, pour le savoir. Alors, je suis désolé s'il y a une personne dans l'assistance qui est vaccinée, mais je vous le dis de suite. Je vous le dis de suite, c'est les travaux du professeur Sabatier, de toute façon il l'a mis en lumière et pas que lui. Le problème de ces liquides, c'est que ça altère le système immunitaire du corps humain à vie, à court, moyen ou long terme. Donc je rencontre des gens des fois qui me disent « Ah moi à long terme, pour l'instant tout va bien ». Ouais. Je lui dis, c'est bien, tout va bien, tant mieux pour vous. Je lui dis, mais sauf que... Et je lui explique ça. Alors en général, quand j'explique ça, la personne elle m'a du mal un peu à avaler. Je lui dis, cher monsieur, je suis désolé, il faut que je vous dise la vérité quand même.
Alors après, vous pouvez prendre des compléments alimentaires, des petites choses comme ça pour booster votre système immunitaire, certes, mais il faut savoir les dommages que ça crée. Bon, enfin, au niveau de ces effets secondaires, on en est quand même à un chiffre qui a pu être vérifié, parce que c'est très difficile d'avoir les chiffres. 17 millions. Et on en est à 17 millions de morts en Europe au niveau des effets secondaires. Europe ou mondiale? Europe. Ah, moi j'avais vu que c'était mondial. Et aux US, alors, Non, parce qu'aux US, là, le 17 millions de morts, c'est sur Eudravigilance, le site européen. Et aux États-Unis, il y en a, je ne sais plus combien. Mais c'est pareil, ce sont des chiffres qu'on a pu avoir. Mais c'est loin de refléter toute la réalité, bien entendu. Parce que l'arnaque a été vraiment totale. Est-ce que le virus a existé? Parce qu'il y a différentes théories. Est-ce que Alors, c'est juste écoutez- une psyops de presse que la presse a lancée pour faire peur? Ou est-ce que le virus était réel? D'après les enquêtes qu'on a pu mener, mon ami Jean-Louis Zambert et moi, puisqu'on a écrit quand même Covid-19, le bilan 40 questions, et on avait écrit le virus et le président juste avant, on avait inclus donc les 7 premiers mois de l'arrivée du Covid. Ce qu'on a pu trouver, c'est qu'effectivement, il y a eu un bidouillage entre Fort Detrick aux USA, un laboratoire P4 qui a été fermé quelques temps après d'ailleurs, pour raison soi-disant de sécurité sanitaire, et le laboratoire P4 de Wuhan, en Chine. Alors, ce qu'on sait à peu près, c'est que ça a été bidouillé entre les deux labos. Il ne faut pas oublier que la province de Wuhan en Chine est très pro-occidentale. Ce qu'il faut comprendre avec la Chine, c'est que c'est un pays qui est mal compris souvent par les Occidentaux, parce que d'une part, on ne connaît pas. Et c'est vrai, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas un pays, c'est pas comme nous, c'est pas un pays pyramidal avec un président, des ministres, et puis voilà. La Chine, c'est un pays fédéral. Il y a un président, que vous connaissez tous, appelé Xi Jinping, ça c'est clair, mais en même temps, il y a des provinces et des gouvernements locaux et des gouverneurs locaux, et qui n'obéissent pas forcément au doigt et à l'œil avec tout le gouvernement. Et la province de Wuhan en Chine est très occidentalisée et très pro-US et très pro-Europe. C'est pour ça d'ailleurs que Cazeneuve, le ministre à l'époque de Hollande, était venu inaugurer en grande pompe le laboratoire P4 en Chine à Wuhan. Il faut savoir aussi qu'à Wuhan, il y a un autre labo que personne, pas grand monde connaît. À côté du laboratoire de P4 de Wuhan, il y a un labo qui a été fondé et financé par George Soros, qui est un laboratoire de recherche médicale à haute sécurité. Alors je ne me souviens plus du nom de la rue à Wuhan, mais ce que je sais, c'est que le numéro m'a frappé parce qu'il est le numéro 666 d'une rue. Ça ne s'invente pas non plus. Donc il y aurait eu effectivement ils ont fait un essai, et cet essai en fait a été fait juste avant les Jeux Olympiques paramilitaires qui avaient lieu mondiaux et qui avaient lieu à Wuhan. Donc des athlètes militaires ont été infectés volontairement aux US, sont arrivés à Wuhan avec la complicité de quelques-uns de Wuhan aussi, et ce virus s'est contaminé. Alors le virus, ils sont ratés leur coup, il est très peu létal, parce que tous les chiffres qu'on vous annonce, effectivement, là aujourd'hui quand on nous dit qu'il y a quasiment 6 millions de morts sur la planète, c'est faux. Ce sont des chiffres qui sont totalement faux. En réalité, si on en est à 800 000, si on en est à 600 000, 800 000, voire 1 million de morts sur 3 ans, c'est le grand maxi. On n'en est pas à 6 millions. Parce qu'en fait, beaucoup de gens qui sont morts ont été étiquetés morts du Covid. En réalité, j'ai travaillé personnellement sur les rapports de Santé publique France de mars 2020 à avril 2021. À l'époque, en avril 2021, la presse française nous disait « Oh, il y a 130 000 morts dus au Covid ». Et en réalité, Santé publique France, dans son rapport qui est toujours disponible sur Internet, à la page 43, je crois, de mémoire, tableau 10, il est fait état de décès uniquement Covid, 14 400. À ce chiffre-là, ils ont ajouté 23 700 et des poussières, je ne me rappelle plus le chiffre exact. On en était à 4, mais ces 23 000, ils les ont ajoutés de gens qui sont étiquetés morts Covid, mais qui souffraient déjà de une ou plusieurs comorbidités, il faut le savoir. Donc ce qui fait qu'ils n'étaient pas morts spécifiquement du Covid. Donc en réalité, on en était à peine à 42, ou oui c'est ça,
Oui, c'est ça, on était à 40, 42, et on était toujours loin des 100 000 décès. Et puis à un moment donné, en continuant ce satané rapport, parce que là, il a fallu se l'enquiller, ce rapport, il était épais comme ça. Il m'a fallu beaucoup de café. C'est soporifique, ce genre de rapport de technocrate, là. Et donc, plus loin, ils avaient fait état des 100 000. Il y a 100 000 décès, super. Mais, alors, toutes causes confondues. Je me suis dit, toutes causes confondues. Donc, tous les gens qui étaient décédés d'un infarctus, de cancer ou de maladie, etc., ils étaient comptabilisés Covid. Fantastique et fabuleux. Mais le truc, c'est qu'au moment où moi je planchais là-dessus, un peu plus tard, un député anglais qui s'appelle Nigel Farage a mis la main sur le pendant de Santé publique France, donc en Angleterre. Pareil, il avait fait la même constatation, c'est que les tabloïds anglais annonçaient 130 000 décès, et en fait, le pendant de Santé publique France anglais annonçait à peine 17 000 décès imputés au Covid seul. Et j'ai mis la main quelques mois plus tard sur l'Italie, sur le pendant italien de Santé publique France. C'est pareil, en Lombardie, puisque c'est vraiment en Lombardie où la quasi-totalité des décès Covid ont été enregistrés, il était fait à peine état de 9 000 décès en un an de temps. C'est-à-dire toujours pareil, entre mars 2020 et avril 2021, donc au plus fort de la vague Covid. Donc si les chiffres en Angleterre, en France et en Italie sont faux, bien évidemment, au niveau international, ils sont faux. C'est d'une évidence. Alors évidemment, je ne peux pas le prouver, mais il suffit de se dire si dans les 3 pays européens, on a pu mettre en exergue que c'est faux, bien évidemment, le chiffre à l'international est faux. Mais ce qui a permis, bien entendu, de nous vendre en Europe une quantité effroyable de vaccins, de solutions Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, pour des millions et des millions d'euros. Donc c'est pas perdu pour tout le monde, puisque le laboratoire Pfizer, qui était quand même avant la crise Covid au bord de la faillite, il faut le savoir, depuis il est plus au bord de la faillite, hein, c'est monnaie, c'est schling-ling-ling, ça c'est, ils ont mis les sous. Et Ursula von der Leyen, vous remarquerez comment je prononce le yen, effectivement, eh bien elle a racheté encore des doses il n'y a pas longtemps, etc., etc. Mais, ce qu'il faut comprendre, c'est que donc cette histoire Covid, oui, alors, ils ont un peu raté leur coup, mais attention, l'OMS en 2018, par l'intermédiaire d'un de ses cadres norvégiens, a fait une déclaration intéressante. A dit, il va y avoir bientôt sur la planète une maladie X qui va déferler sur toute la planète et qui va être super mortelle pour toute la planète. 2018. Déjà, comment un organisme soi-disant scientifique peut-il proférer une telle bêtise? C'est pas Madame Soleil non plus, c'est l'OMS. Voilà, c'est presque Madame Soleil. Et là déjà, grand doute. Mais le pire, c'est qu'ils ont inscrit cette maladie X dans les listes blueprint de l'OMS. Alors une liste blueprint, c'est quoi? C'est des listes que fait l'OMS, que vous pouvez aller sur Internet, où vous pouvez aller jeter un œil. Ça s'appelle des listes blueprint, c'est des listes où ils recensent certaines choses. Et ils ont inscrit la maladie X dans la liste blueprint qui recense tous les virus de ce monde. Excusez-moi. Donc il y a le virus Ebola, il y a le virus Zika, et en dessous vous avez la maladie X, inscrit dans le site de l'OMS. Et là je fais une petite aparté parce que c'était la réunion de Davos là. Oui. Et bien la maladie X, figurez-vous, était au programme. Oui. Ce qui veut dire qu'ils nous ont fait le coup avec le Covid, ils ont préparé la chose avec l'Event 201, on se rappelle, en octobre 2019, où ils ont fait une simulation d'épidémie, de pandémie mondiale et comment allaient réagir tous les gouvernements. Donc il y avait évidemment, ça a été orchestré par évidemment l'oligarchie que je vous ai parlé. Mais là, ils nous refont le coup à Davos avec la maladie X. Ce qui veut dire que dans 2-3 mois, attention, Jeux Olympiques. ils risquent de nous balancer encore C'est ce que je me suis dit. autre chose. Ils vont nous dire c'est la le sang. maladie X, le vaccin, Salvatore, le machin, le truc. Ça vous êtes intéressé à la variole du singe? Non. Vous devriez. Oui, C'est mais fabuleux. ça, je m'y intéresserai. Il faut vraiment vous y intéresser.
Il faut aller chercher les courbes de vaccination en France. Alors, on peut faire court. Hein. La variole du singe donc, a été simulée au mois de mars 2021 en Allemagne par nos amis habituels, en disant qu'ils allaient simuler une épidémie de variole du singe qui allait commencer le 15 mai 2022. Il faut savoir qu'il n'y a jamais eu de pandémie de variole du singe. Il y a toujours eu quelques cas, voilà, une pandémie, etc. Et elle a vraiment commencé la semaine du 15 mai 2022. Donc mathématiquement, statistiquement, c'est déjà tout à fait impossible. Et vous avez le professeur Samuel Shapira, qui est le médecin qui a créé donc, le service des armes biologiques en Israël, à la faculté de Tel Aviv, je crois mémoire, et qui lui annonce sur ses tweets que la variole du singe est apparue avec la vaccination, que c'est la vaccination qui provoque ça. Et quand on va chercher les courbes, je me suis intéressé à la France parce que dans les autres pays c'est compliqué de savoir où sont les données pour les injections et pour l'épidémie de variole du singe. En tout cas, en France, c'est clair et net. vous avez, juste après l'élection présidentielle, la deuxième élection de notre ô combien divin chef de nos esprits, donc vous avez une reprise des injections. Si vous aviez suivi donc, les commandes, ils avaient suspendu les commandes le temps des élections, et ils avaient prévu au ministère de la Santé, vous pouvez consulter sur leur site, hein, la reprise des commandes après les élections. Et donc il y a eu une poussée à nouveau de frayeur, où là on a incité les gens à nouveau à être vaccinés juste après les élections. Et donc cette poussée de vaccination, qui va accompagner la poussée de frayeur, va se poursuivre jusqu'au 14 juillet, jusqu'au moment où les gens partent en vacances, et pensent tous à faire leur bagage qu'à aller se faire vacciner. Donc là vous avez une décroissance à nouveau de la vaccination. Et quand vous suivez l'épidémie de variole du singe en France, elle accompagne cette période de vaccination. Donc je vous incite à aller chercher je vous donnerai les coordonnées si vous voulez. Mais vraiment, il y a quelque chose de fondamental à ausculter au niveau de la variole du singe, parce que c'est statistiquement impossible. Totalement impossible. Pas de souci, j'irai jeter un œil. C'est bizarre, ça ressemble un petit peu à la grippe aviaire. Oui, de toute façon, il faut comprendre, il ne faut pas faire confiance du tout aux laboratoires pharmaceutiques, puisqu'ils sont tous, de toute façon, ils ne sont pas dans la bonne démarche. C'est-à-dire, s'ils étaient dans une démarche vraiment d'apporter de la santé, eh bien, on n'en serait pas où nous en sommes aujourd'hui, avec tout un tas de médicaments qui sont souvent inutiles et qui ne font aucun bien, et des médicaments pires qui soi-disant soignent mais ne soignent pas. Que je fais référence ici au Distilbène, au scandale du Mediator, etc., etc. Il y a plein de scandales comme ça où il y a eu quand même beaucoup de morts, y compris aussi l'Oxycontin. C'est une affaire qui a explosé il n'y a pas longtemps dans un laboratoire américain. L'Oxycontin, un antalgique fabuleux. L'antalgique, c'est un mélange de morphine et d'opium. Ah ben c'est sûr, quand vous prenez ça, vous avez mal nulle part. Mais le problème, c'est que ça fait des drogués, et il y a eu plus de 300 000 morts quand même aux États-Unis avec l'Oxycontin. Et l'Oxycontin n'a même pas toujours été retiré du marché, c'est-à-dire qu'il se vend toujours. Alors ils ont calmé le jeu, on ne s'en procure plus sur Internet. Mais il n'empêche qu'on peut toujours s'en faire prescrire. Bon, je referme un peu la page du Covid et des labos, parce que c'est un des chevaux de Troie. Mais après, il y a tous les autres chevaux de Troie, donc de l'oligarchie, qui sont quand même intéressantes aussi à traiter. Ben, vous avez aussi le cheval de Troie du climat. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on nous pousse sans arrêt avec une récession énergétique. Surtout, il ne faut plus consommer de l'énergie. Surtout, il faut décroître. Surtout, il faut... Et tout ça, c'est expliqué d'ailleurs magistralement par Klaus Schwab et Thierry Maleret. Il ne faut pas oublier que quand ils ont sorti leur bouquin Le Grand Recette, ou la Grande Réinitialisation, ils l'ont sorti en juillet 2020 en anglais et ils l'ont sorti en français en septembre 2020. Donc au milieu de l'année 2020, on était en pleine explosion Covid. C'est très intéressant. Et quand vous lisez ce livre que j'ai lu, parce que quand même il faut lire un peu... il faut savoir ce qu'ils écrivent. Ce qui est intéressant, c'est que vous ne posséderez rien, mais vous serez heureux. C'est marqué dans le livre de Klaus Schwab. Et surtout, c'est assez bien écrit dans le sens où il enrobe tout et il dit voilà, on est tous responsables du climat sur la planète, on va droit sur un réchauffement climatique, et donc il ne faut plus consommer. Mais le pire, c'est que ça marche. J'ai rencontré un jeune il n'y a pas longtemps, opticien, qui a des lunettes. J'ai besoin de lunettes, parce que c'est vrai que des fois j'ai les bras qui s'allongent, mais ça ne suffit pas.
Et donc avec mon épouse, il y avait un jeune gars, là, opticien, 25 balais à peu près, et pendant qu'il fabriquait nos lunettes, etc., et on en vient à discuter écologie. Ah, il me dit, oh, moi, je ne prendrai jamais l'avion. Oui. Je dis, vous ne prendrez jamais l'avion? Pourquoi? Ah, il me dit, parce que ça pollue. Bien, monsieur. Et je lui dis, le reste? Ah ben, le reste, c'est, moi, pas de voiture non plus. Ah, ok. Donc vous habitez en grande ville? Oui, bon, oui, mais non. Enfin, là, c'est une petite ville de quoi? Ah, il me dit, moi, je fais tout en vélo électrique. Ah, ouais, bien. Et je lui dis, le reste? Ah ben, il me dit, mon petit studio, mes 3 plantes de tomates rachitiques sur mon balcon. Ben, il m'appelle les rachitiques, hein, c'est moi. Et voilà! La vache, j'ai regardé le gars. Il y a quelqu'un? Alors, il faut continuer. Je mets en pause. Clink. En pause. Je mets en pause. Ouais, bah, ça fait. Vous voulez un peu d'eau? Non, ça va aller. Un petit calva tout à l'heure, non, j'en ai pas. Non, mais il y a l'avocat. L'avocat de notre ami. Ah non, non, surtout pas, parce que je conduis après quand même. Non, c'est juste pour enlever les microbes. Oui, ah non, il n'y en a pas. Ah, il y a Jeanne d'Arc. Tu sais qu'il y a Jeanne d'Arc là. Ouais. Donc je décroche la pause. Et donc, on regardait avec mon épouse ce jeune gars, on s'est dit, mais la vache, comment on peut avoir 25 ans et être déjà... mais alors formaté, moi je me suis revu à 25 ans, j'ai dit, mais l'antithèse de ce gamin, quoi. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Et le gars, il est à fond dedans. À fond dans, oui, on est responsable. Alors à un moment donné, je lui ai quand même posé la question qui tue. Je lui ai dit, mais je comprends tout ça, ce que vous me dites. Je lui ai dit, mais les porte-containers qui voguent sur toute la planète pour nous amener nos objets de consommation, qui voguent au fioul lourd, qui rejettent dans l'atmosphère du dioxyde de soufre et de carbone, alors à une quantité infernale que ça pollue plus que tout un régiment de voitures. Je lui dis, vous en pensez quoi? Ah ben il me dit, oui, non mais là, moi je peux rien faire, ça ne me concerne pas. Ah bon? Ah bon? Ça ne concerne pas. Magnifique. Comment tu fais venir ces Ils ont lunettes? mis combien de Eh ben oui, ben voilà, c'est tout. Ces lunettes comment? C'est ça, mais ils sont formatés. Et le problème, c'est que on a toute une partie de la population formatée par ce que j'appelle les escrologues. C'est plus de l'écologie, c'est de l'escrologie. Parce que c'est vrai que c'est de l'escrologie, parce que tout ce réchauffement climatique, c'est du pipeau. Qu'il y ait une pollution, certes, il y en a une, on est bien d'accord. Que ça agit un peu sur le climat, oui, c'est pas faux. Mais d'un autre côté, au lieu de nous taxer, parce qu'en fait, toute cette affaire d'écologie, c'est pour mieux maintenir la population sous l'eau et nous infiler encore un maximum de taxes, que ce soit la taxe carbone que ce criminel qui s'appelle Nicolas Hulot a voulu absolument nous vendre. Je dis criminel parce que ce mec est absolument abject. Avec ses produits Ushuaïa qui s'est fait bref, en or. Et le gars, quand vous regardez la composition de ces produits Ushuaïa, c'est plombé de produits chimiques. Je dis, mais le gars, qu'est-ce qu'il nous fait chier avec son truc là. Ils se déplacent à 5 carreaux. Voilà. Donc, si vous voulez, mais tout ça, c'est un cheval de Troie. C'est vraiment fait pour conditionner les gens, ne pas bouger, surtout ne pas bouger, restez bien droit, non, on ne bouge plus. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir, et c'est dans mon livre aussi, c'est qu'au niveau du climat, pour en venir à des choses malheureusement plus lourdes, c'est que dans les années 60, les Américains ont eu la géniale idée, de toute façon on peut toujours compter sur les Américains et sur les Anglo-Saxons pour avoir des idées géniales, ils ont envoyé une bombe atomique dans la stratosphère. Ça, vous ne le savez pas. Moi, je l'ai su parce que j'ai réussi à mettre la main sur un rapport déclassifié aux USA. Donc, ils ont envoyé une bombe atomique là-haut. Ils ont fait péter une bombe atomique dans la stratosphère. Dans quelle année? Dans les années 60. Ce qui fait que ça a créé un gigantesque trou dans l'ozone. Fantastique. Trou dans l'ozone qu'ils n'arrivent pas à reboucher, bien entendu. Bah oui, il y a un trou. Il faut dire que quand on balance une bombe atomique dans la stratosphère, ça crée un sacré trou. Donc depuis, bon, bah, ils nous bombardent de particules, ils essayent d'agir sur le climat avec le projet HARP, etc., etc. Mais tout ça aussi, ça fait partie du cheval de Troie du climat. Ça, je le traite aussi dans mon livre.
Après, il y a toute cette affaire d'écologie, mais toute cette affaire d'écologie que je parle aussi, je l'explique aussi, mais c'est aussi un cheval de Troie. Il ne faut pas croire que nous imposer des éoliennes qui ne produisent que très peu de courant et qui ne sont pas recyclables, qui sont une arnaque absolue, et les usines de méthanisation, parce que ça c'est beaucoup moins connu en France, c'est beaucoup moins connu comme problème en France, et aussi dans tous les pays de l'UE, c'est qu'à côté de ces éoliennes qui ne produisent rien et qui polluent en plus, parce que chaque fois que les pales tournent, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que ça s'effrite. Vous avez ce composant sur les ailes qui s'effrite. Et c'est des espèces de nanoparticules chimiques qui empoisonnent les oiseaux, etc. Parce que c'est pour ça que les... Et ça, c'est une horreur. Mais il y a aussi les usines de méthanisation. Les usines de méthanisation, c'est très intéressant. Et vous en voyez pas mal dans les campagnes. C'est-à-dire que ils amènent donc des déchets animaux, souvent les bousses de vache, etc., des ovins, hop, ils mettent ça dans des méthaniseurs, mais ils mettent aussi des végétaux. C'est-à-dire que maintenant, de plus en plus d'agriculteurs sont subventionnés pour faire pousser uniquement des plantes qui vont être amenées dans ces usines de méthanisation. Donc, les agriculteurs vont produire de plus en plus des plantes qui ne seront pas destinées à être consommées par nous, mais qui vont être destinées à alimenter les usines de méthanisation. Tout ça pour produire du méthane et de l'électricité, sauf que nous avons 1200 usines de méthanisation en France qui ne produisent quasiment que 3% de méthane et de très peu d'électricité. En revanche, il y a 90% de déchets que pompeusement tous ces escrologues appellent du digestat. J'aime bien ce terme, digestat, ça veut dire qu'on le digère. Ben pas du tout, on ne le digère pas du tout parce que ces 90% de digestat sont bourrés d'ammoniac. Le problème de l'ammoniac, c'est qu'après c'est répandu dans les champs comme engrais, soi-disant. Ça tue les vers de terre. Or, vous savez comme moi, je présume, que si les vers de terre meurent, mais il n'y a plus de terre. Ça veut dire que la terre elle ne produira rien. Donc les agriculteurs qui sont à fond là-dedans, parce que le pognon, sont des imbéciles, ça c'est sûr, mais les usines de méthanisation, c'est aussi une vaste arnaque. Donc en fait, il y a eu un abandon du nucléaire, complètement idiot d'ailleurs, c'est pas que je sois un pro-nucléaire, mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, une centrale nucléaire avec les nouveaux programmes, ils ont trouvé le moyen de recycler totalement les déchets radioactifs qui ont toujours posé un problème dans le nucléaire. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on peut avoir une centrale nucléaire civile propre. Et bien sûr, il faut aller dans le profit des énergies qui ne produisent que dalle. C'est sans compter le Superphénix. Oui, et ben Superphénix, c'était ça. C'était ça. Alors à l'époque, moi j'étais beaucoup plus jeune et beaucoup plus anti-nucléaire, donc effectivement j'ai aussi manifesté contre le Superphénix. Aujourd'hui, je me suis rendu compte, je me suis dit, ah, à l'époque, j'ai peut-être fait un peu une erreur, mais bon, force est de constater qu'effectivement, aujourd'hui, et ça fait partie du plan de cette oligarchie, climat, écologie. En plus, ça coûte cher un méthaniseur, je dis ça parce que je travaille comme externe à GRDF. Donc ils en ont mis plus de 500 ou 550 sur le réseau, sauf qu'ils terrent des dizaines de kilomètres de canalisation, ce qui est complètement débile, parce que si c'était fusionné avec GRT, comme le réseau de transport comme avant, et ben même en admettant que si ça ne polluait pas, et ben c'est beaucoup plus rentable de mettre le méthane dans les citernes de GRT que de s'amuser à tirer et d'ajouter des instruments pour pouvoir remonter le gaz dans le réseau quand il ne peut pas être consommé. C'est produit quasiment toujours hors des zones où il y a des consommations de gaz, il y a des réseaux, et on ne peut pas mettre ça dans les réseaux basse pression. Et il y a des post-rebours pour remonter ça dans le réseau de transport, ça va coûter des milliards pour des conneries, en plus de polluer et tout. Ben, nous sommes d'accord. Alors voilà, alors après, il y a un autre cheval de Troie aussi, je pense que vous le connaissez tous aussi, c'est la nourriture, la malbouffe. Parce qu'aujourd'hui, la malbouffe, ça va au-delà de McDo et KFC. Mais ça, c'est clair, c'est pour un scoop. Hein. Vous allez manger chez McDo, moi ça m'est arrivé une fois ou deux. Tomber malade.
Non, mais c'est quand même mauvais, quoi. Je veux dire, c'est... Remarquez, j'ai testé, hein. On ne peut pas dire que je n'ai pas testé, j'ai testé KFC aussi. Bon, bref. Mais au-delà de ça, et c'est dans aussi le grand reset de Malray et de Schwab, c'est que le but, c'est qu'il n'y ait que 3 ou 4 grands groupes agroalimentaires qui dirigent le monde. Et c'est en train de se faire. Mais quand on voit... Le problème, c'est le sucre. C'est-à-dire que manger du sucre, c'est pas un souci. Dans les fruits, etc., se payer de temps en temps une petite pâtisserie, c'est très bon. Mais le problème, c'est qu'il y a du sucre dans tout aujourd'hui. Et ça, c'est voulu par les grands groupes agroalimentaires. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, mais je vous invite à le faire. Aller dans un supermarché et regarder toutes les charcuteries sous blister, tous les plats préparés, etc. Et regarder la composition. Ben, vous verrez, il y a des glucides, donc du sucre de partout. Ça veut dire que même si vous ne mangez pas de sucré, c'est-à-dire si vous n'êtes pas, vous dites bon le sucre c'est mauvais pour moi et je n'en mange pas, ben vous en mangez quand même si vous mangez des charcuteries. Vous en mangez aussi si vous achetez des plats préparés, etc. Parce qu'il y a du sucre dans tout. C'est pareil pour le sel. Oui, c'est pareil pour le sel, sauf que le sucre malheureusement est beaucoup plus dangereux parce que le sucre induit bien évidemment des problèmes de surpoids, nous sommes d'accord, et bien évidemment induit des problèmes de diabète. Mais qui soigne le surpoids et le diabète? Je vous le donne en mille. Les laboratoires pharmaceutiques. On en revient toujours à la même chose. Et qui est actionnaire des laboratoires pharmaceutiques? Vanguard. Et BlackRock, etc. Donc... Avec le sucre, on peut aussi le gluten. Injonction de gluten. Aussi, mais j'en parle aussi dans mon livre, et je parle aussi des farines d'insectes, parce qu'aujourd'hui, sans le savoir, quand vous achetez des gâteaux secs aujourd'hui, des pizzas, etc., il y a de la farine de grillon dedans. Et vous ne le savez pas d'ailleurs. Il y a une loi européenne qui maintenant dispense de préciser les ingrédients. Mais dans une démarche contraire il n'y a pas si longtemps, et maintenant... Absolument, et le problème c'est que, alors farine de grillon, presque ça serait anecdotique, mais ça ne l'est pas. Parce que le problème des insectes, c'est pas l'insecte dans lui-même, c'est la chitine qui entoure l'insecte. Et la chitine, c'est absolument pas digeste par le corps humain. Donc ça veut dire que quand vous avez une farine de grillon broyée, vous avez de la chitine broyée, et la chitine c'est pas terrible. C'est pas terrible pour le corps humain, pour la santé du corps humain. Mais très certainement, quand vous achetez des baguettes de pain maintenant, des pizzas, etc., ou des gâteaux secs, vous consommez sans le savoir de la farine de grillon. Ça aussi, je l'explique dans mon livre. Alors, vous voyez, chevaux de Troie, on en revient toujours à l'histoire des chevaux de Troie. Donc, la santé, la nourriture, le climat, et maintenant, je vais aborder le wokisme et le LGBTQ+. Parce que ça aussi, dites-vous bien que ce n'est pas arrivé par hasard. C'est pas tombé du ciel comme ça. Pourquoi on se retrouve aujourd'hui dans nos pays de l'UE? parce que c'est pas qu'en France, malheureusement, c'est dans tous les pays de l'UE et c'est aussi aux États-Unis. Et ça commence à grignoter un peu les i aussi. C'est que le wokisme, c'est quoi? Le wokisme, au départ, c'est bien. Ça a été créé par Martin Luther King aux États-Unis parce qu'à l'époque, il y avait un racisme effroyable envers les Noirs qui avaient été amenés d'Afrique, contre leur gré, il y avait un apartheid absolument abominable, et Martin Luther King, quand il s'exprimait, il disait aux Américains, il faut être woke. Woke, ça veut dire éveillé en fait. Ça veut dire qu'il disait, éveillez-vous, réveillez-vous, parce que ce racisme n'a plus lieu d'être. Ça, c'était très bien, mais le wokisme a été totalement dévoyé dans les années 70, par des philosophes français comme Derrida, Bourdieu, etc., qui eux ont perverti le wokisme initial pour en faire la défense des minorités et des opprimés. Alors jusque-là on peut se dire oui c'est pas mal. Non, c'est pas bien parce que d'un but qui était totalement louable, on en arrive à pousser des lobbies comme LGBTQ+, en disant c'est une minorité, ils sont opprimés, donc on en fait un lobby monstrueux. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Vous voyez le côté pervers de la chose. Ça veut dire que de quelque chose qui était tout à fait louable, on en arrive à quelque chose qui est totalement dévoyé et qui aujourd'hui prend le pas sur notre société, nos fondements et nos valeurs culturelles et familiales.
Parce que moi, j'ai rien contre quelqu'un qui serait homosexuel, ou une lesbienne, ou un gay, ou un transphobe, enfin bref, peu importe. Je m'en fiche, c'est sa vie à lui, c'est pas la mienne, il fait ce qu'il veut. Là, jusque-là, je suis d'accord. Mais là où ça va plus, c'est quand ça prend le pas sur notre société et sur nos fondements, et qu'on se retrouve avec des aberrations totales, ou comme récemment l'ancien ministre de l'Éducation nationale qui s'appelait Pape Ndiaye voulait absolument développer l'accueil des LGBTQ+ dans les écoles parce que soi-disant les élèves étaient maltraités, blablabla, enfin non mais on délire. Hein. Tous ces mouvements de pensée amènent à un dépeuplement. Hein, oui, mais ça je vais y venir après. Donc, en fait, c'est pratique ce wokisme et ce LGBTQ+, parce que ça est complètement en train de faire basculer tous nos fondements, et on en arrive à une perversion totale, parce que qui ils ont pris aussi, je parle de l'oligarchie là toujours, qui ils ont pris comme modèle aussi pour l'éducation sexuelle, pour que ça soit imposé maintenant dans les écoles maternelles, parce que maintenant en France, pour nos bouts de chou là, qui ont entre 1 et 4 ans, ils ont droit à une orientation sexuelle maintenant, parce qu'un bébé, c'est reconnu qu'un petit bout de chou, il peut choisir déjà quand il a 2 ans s'il veut être une fille ou un garçon, et aussi il peut choisir s'il a envie de se transformer ou pas. Non mais ça va bien, oui. Mais ça, c'est issu d'un certain Kinsey, Alfred Kinsey, c'est-à-dire cette oligarchie a pris le plus pervers et le plus cinglé je ne sais même pas comment le qualifier d'ailleurs. Kinsey, c'était un entomologiste, un éleveur de guêpes. Alors moi, j'ai rien contre les éleveurs de guêpes, à partir du moment où s'ils s'amusent avec les guêpes, bah, qu'ils continuent à élever les guêpes. Sauf que ce mec, quand vous allez sur Wikipédia, j'ai envie des cheveux, ça serait dressé sur la tête. Le gars, il s'infligeait à lui-même des sévices sexuels que même dans mes cauchemars les plus fous, je n'aurais pas pensé. Et le pire, c'est qu'il faisait des expériences avec des nourrissons. Il faisait des expériences sexuelles avec des nourrissons. Il disait, vous voyez, un bébé peut jouir sans entrave et tout. Le mec, un grand malade. Sauf que c'est lui qui a été choisi comme modèle et comme référence. Donc aujourd'hui en France et dans tous les pays de l'UE, on a ce fou furieux qui est imposé comme modèle. Il ne faut pas oublier aussi que le planning familial, vous savez, le planning familial, quand on nous a tant vanté, oui, bon, ben d'accord, ça a peut-être fait des bonnes choses, sauf que qui a créé le planning familial? Je vous le donne en mille. Qui l'a créé au départ? Ben, c'est Rockefeller. C'est intéressant. Rockefeller a créé le planning familial. Et on retrouve le père de Bill Gates comme administrateur dans Planète Parenthood, justement. Aussi. Donc, c'est ça qui est quand même intéressant, c'est que cette oligarchie, on en est... Voilà comment ils agissent pour pervertir, et ça marche bien. Ça marche très bien parce que tous les pays de l'UE, comme on dépend tous des Américains, puisque de toute façon Bruxelles est inféodée aux États-Unis, donc on est vraiment sous la sous-culture anglo-saxonne, parce que j'appelle plus ça de la culture, là, tout ça, c'est la sous-culture des voyers pervertis. Et le problème, c'est que tous ces clubs qui ont été créés aussi, comme le Bilderberg, la Trilatérale, etc., la Fabienne Society et tout ça. Pourquoi tous ces clubs ont été créés? Je fais une chronologie d'ailleurs dans mon livre des dates de création de tous ces clubs et ces sociétés secrètes discrètes. Pourquoi elles ont été créées à la fin du 19e siècle et jusqu'au début du 20e? Elles ont été créées par cette oligarchie pour que dans chaque pays, en fait, il y a une machine à laver cervicale, je veux dire, enfin du cerveau pour faire en sorte que nos futurs dirigeants soient complètement dans le moule de l'oligarchie financière mondiale. C'est ça. Parce que quand vous avez les réunions des Bilderberg ou de la Trilatérale ou de la Fabienne Society ou du Global Young Leader, eh ben vous apercevez très vite que Emmanuel Macron et toute la cohorte, Gabriel Attal, etc., ils sont tous passés dans cette école du Global Young Leader, ils sont tous membres et ils assistent tous aux réunions, évidemment, du Bilderberg, etc., etc. Mais qu'est-ce qu'ils y font? Au-delà de manger et de boire une petite coupette, eh ben, ils entretiennent la machine à laver, le contrôle mental. C'est-à-dire que tout le contrôle mental est fait via ces sociétés. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est des clubs qui sont faits pour modeler
nos dirigeants. Et c'est si vrai qu'aujourd'hui, on est vraiment, c'est de pire en pire. On a des politiciens à la tête de la France, là, mais c'est affligeant. Quand je vois Stéphane Séjourné qui vient d'être nommé au Quai d'Orsay, j'allais faire une blague au Quai d'Orsay, bon, enfin bon, bref, c'est une blague. Oui, c'est une blague sympa, je trouve. C'est vrai, il faut le dire parce que c'est pas l'écrire. Oui, voilà. Mais pour employer un mot à la mode, j'ai halluciné quand même. Parce que je suis assez, sur Twitter, je suis assez actif. J'ai vu sa déclaration quand il a été voir serrer la poigne à Zelensky en Ukraine. Le gars, il s'est exprimé, il parle pas français. Il est ministre, il ne sait même pas parler français. Je me dis, mais qu'est-ce que fout j'allais dire ce gland, mais bon, passons. Je veux dire, à la tête du ministère, je me dis, mais non, mais c'est une blague. On a un ministre des Affaires étrangères, mais quand je compare Hubert Védrine ou Roland Dumas, je me dis, la vache, on est quand même tombé bien bas. On a un Stéphane Séjourné maintenant, mais il n'a pas assez séjourné dans les écoles. Bon, bref, non, mais c'est normal, il m'a laissé une noisette. Hein? Il a amené ses noisettes. Oui, c'est à peu près ça. Roland Dumas, c'était pas un enfant de cœur. Non, mais c'était pas des enfants de cœur, mais c'était, je suis d'accord avec vous, mais c'était au moins des gens qui avaient une certaine culture et qui savaient s'exprimer. Or aujourd'hui, ils ne savent même pas s'exprimer, c'est-à-dire ils dirigent un pays, on se demande mais d'où vous sortez quoi? D'où vous sortez quoi? C'est de pire en pire, c'est-à-dire moi ça, des fois je me dis mais c'est pas possible. Mais ça explique aussi, voilà, en fait, l'explication c'est que de plus en plus on est perverti par tous ces programmes qui sont envoyés directement par l'oligarchie. Mais ça va même jusque dans la novlangue. Vous savez, aujourd'hui, on ne parle plus le français. C'est fini. Maintenant, on est en train de rechercher qui parle français. Et figurez-vous, c'est si vrai. Il n'y a pas si longtemps, je passais une nuit dans un hôtel BNB, donc BNB. J'étais là le matin au petit-déj, je buvais mon café tranquille et mon regard a été attiré par un présentoir. Je voyais des cartes postales. Je dis, oh, les cartes postales, qu'est-ce que c'est? Ah ouais, cartes postales. En anglais. Non, pire que ça. J'en ai quelques-unes. Et je regarde ces cartes postales et je dis, non, c'est une blague. Non, c'est pas une blague. Voilà comment aussi la destruction de la langue française par cette oligarchie, voulue par l'oligarchie anglo-saxonne, parce que c'est ça, hein, la francophonie, il faut l'écraser totalement parce qu'on est devenu gênant. C'est-à-dire, de la France, il est en train de ne rester rien. Et en fait, je me dis, mais comment un jeune aujourd'hui peut-il apprendre correctement le français? Donc voilà la première des cartes postales. C'est marqué « Only for les tribus ». Je regarde le truc, je dis, non mais c'est une blague. « Only for », donc deux mots anglais, les tribus, deux mots français, et en dessous, on peut dire des chambres familiales. Only for les tribus, des chambres familiales, hôtel BNB. Après, j'en prends une autre, je les conserve, c'est magnifique, j'adore. Après, on a Only for les pressés, donc on a un parking sur place. Et on a celle-là, Only for les branchés, du Wi-Fi gratuit dans tous nos hôtels. Eh ben, je me dis avec ça. Et j'en ai vu des pubs dans le métro, parce que je viens souvent à Paris quand même, de temps en temps, faire des conférences, des dédicaces. C'est pareil, j'ai vu des pubs dans le métro, à un moment donné, j'ai vu un truc, mais à un moment, Veggie, coup de foudre assuré. J'ai dit, la vache, mais comment un jeune qui va avoir 10 ans, 12 ans ou 14 ans peut-il correctement apprendre le français aujourd'hui? Il y a une espèce de globish inintelligible comme ça. Voilà. Mais c'est voulu. Mais le niveau de français, c'est une catastrophe. Ah, c'est une question. Même au niveau master, les DRH s'en plaignent. Hein. Incapable de rédiger un mail. Mais ça, c'est voulu. La destruction de l'éducation nationale, depuis Vincent Payon avec la circulaire Blanquer et avec cet enfant, bon bref, de Pape Ndiaye, on est en pleine descente. Aujourd'hui, le baccalauréat, malheureusement, ne veut plus dire grand-chose. Avoir son bac aujourd'hui, il le donne. Alors, je veux dire... Non mais c'est vrai, à 95%, il le donne. Donc voyez un peu le schéma. Alors à qui ils obéissent?
à qui ils obéissent, cette oligarchie? Ben, en fait, ils ont un système de pensée, je vous en ai un peu brossé tout à l'heure. Ils sont libertariens et ils sont straussiens. Alors, c'est quoi libertarien, straussien? Ben, les libertariens, vous savez, c'est un mot sympa. Un libertarien, c'est la liberté. Eh ben non, pas du tout. Enfin oui, c'est la liberté de faire tout ce que vous voulez, mais même d'écraser son voisin, je synthétise. C'est-à-dire que les libertariens, si vous créez votre propre entreprise, très bien, vous la faites prospérer, puis s'il faut écraser le voisin, vous les écrasez. Parce que de toute façon, c'est la libre concurrence, donc le voisin, au diable. C'est pas très sympa. Moi, bon, honnêtement, avec mon épouse, on a été auto-entrepreneurs toute notre vie, on n'a jamais écrasé le voisin pour arriver à vivre correctement, donc c'est pas vraiment utile. Mais eux, ça leur va bien. Et après, ils obéissent aussi, ce sont des Straussiens, ils obéissent aussi à un certain Léo Strauss. Alors Léo Strauss, c'était un Allemand qui a émigré assez vite aux États-Unis. Alors j'avais parcouru un de ses bouquins, c'est pas mal écrit, les bouquins ça se tient, sauf que oralement, ce monsieur, il dispensait en fait beaucoup de cours oralement, et en réalité, c'est pas si sympa que ça, puisque en fait, pour synthétiser aussi, il disait une démocratie, ça ne sert à rien, c'est dangereux, c'est bon à jeter. En revanche, donc, créer votre propre dictature, c'est bien mieux. Voilà. Et voilà à quoi obéissent donc cette oligarchie financière mondiale apatride. Donc, ils ne sont pas religieux du tout. Ils n'ont pas de patrie du tout. Ils sont uniquement intéressés par le pognon et par le contrôle et la puissance. Ils s'adonnent pour certains d'entre eux, pas tous, à des rites sataniques. Je ne l'ai pas trop développé dans mon ouvrage parce que beaucoup de gens l'ont déjà développé, donc je l'ai mentionné, mais je n'ai pas cru utile de le surdévelopper. Mais ils ne sont pas tous dans des rites sataniques non plus. Et il y en a certains qui trempent dans malheureusement la pédophilie, ça c'est clair, comme la famille royale d'Angleterre d'ailleurs, parce qu'il se passe des choses pas très sympathiques derrière les murs épais de Buckingham Palace. Mais pas que non plus, je veux dire, c'est pas uniquement leur apanage. Alors, voilà à peu près, en essence, mais il y a beaucoup plus dans mon livre bien sûr, en essence un petit peu la construction de tout ça. Alors évidemment, c'est pas très réjouissant ce que je vous dis là, hein, c'est pas... Je peux comprendre que c'est pas ouais, bref, on n'a pas franchement le sourire, mais... Leur domination, leur plan, date réellement de la fin du 19e. Oui, ça a commencé là, oui, avec la création... En fait, la première des sociétés secrètes est beaucoup plus ancienne, puisque c'est la franc-maçonnerie, mais la franc-maçonnerie depuis en perte de vitesse. Et là, effectivement, voilà. Et après, c'est la fin du 19e où toutes les... Non, mais 6500 au départ, mais la vraie... Non, c'est la date, c'est une date factice qui sont données. C'est pas 1717. Ben, ça a été créé dans les en 1500 et 16e siècle. Enfin, je sais plus, ça c'est avant, mais la réellement c'est par rapport aux Écossais qui l'ont créé en 1717. Oui, mais... Et Serge, je sais. qui est venu tout ça, il... De toute façon, à quelque il y aura toujours une bataille de date. Oui, c'est pas très... Il y a toujours une bataille de date. En réalité, c'est pas... Il y a quand même des textes de 1620, donc... Voilà. Alors, ce qu'il faut comprendre quand même aussi, c'est qu'aujourd'hui, on est à un tournant de l'histoire. Ça veut dire que tout ce que je viens de vous dire là, on va se dire, mais comment on en sort? Ben, on en sort parce qu'aujourd'hui, il y a un affrontement, je pense que vous le savez tous, via le conflit russo-otanusien, via l'Ukraine. Vous remarquerez que je n'ai pas dit le conflit russo-ukrainien, puisque c'est russo-otanusien via l'Ukraine. Qui en fait c'est une grande bataille entre, et puis il y a le conflit malheureusement douloureux entre Israël et le carnage qui se fait à Gaza tous les jours, parce que c'est un génocide. Mais on a donc le monde unipolaire aujourd'hui voulu par les US et donc cette oligarchie financière, etc. et l'UE, parce que l'UE, nous sommes les vassaux quand même des USA. Et les USA qui veulent absolument maintenir l'hégémonie du $, parce qu'en fait, au-delà de tout ça, c'est maintenir leur hégémonie planétaire, parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'avant que Vladimir Poutine mette un coup de pied dans la fourmilière, toutes les transactions internationales au niveau des entreprises se faisaient en dollars. Je dis se faisaient parce qu'aujourd'hui, depuis que le président Poutine a commencé à mettre le dollar un peu en Ukraine, il y a des transactions qui commencent à se faire mondialement en yuan, la monnaie chinoise, et quelques-unes en roubles. Ce qui veut dire
que l'hégémonie du dollar est en train de vaciller. Le problème, c'est que les États-Unis, c'est un fauve blessé. Ça veut dire qu'ils sont en train de perdre la partie. Pour moi et pour d'autres analystes, on sait très bien que la partie est perdue en Ukraine. Ça, c'est sûr. Maintenant, c'est pour ça d'ailleurs que les États-Unis essayent d'ouvrir un nouveau front en Proche-Orient, parce que ce qui est en train de se passer entre Israël et Gaza, malheureusement, ne date pas d'hier. Mais en même temps, il faut comprendre que les États-Unis ont tout intérêt à ce que les troubles continuent au Proche-Orient, parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les États-Unis, ce sont des pilleurs. Il faut le savoir, mais je pense que vous le savez. Ils ont 200 ans d'existence et ils ont à peu près 200 ans de guerre. Et ce qui est quand même fou, quand même, un pays qui a 200 ans d'existence et qui a 200 ans de guerre quasiment à son actif, c'est quand même assez incroyable. Parce que c'est quand même ces criminels ont quand même balancé 2 bombes atomiques sur le Japon, alors que le Japon avait demandé par 3 fois de capituler. Et oui, mais ça, il y a des gens qui m'ont dit c'est pas vrai. Si, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Le Japon avait demandé par 3 fois de capituler. Ce que les Japonais, ils mettaient une condition. Ils ne voulaient pas que les États-Unis touchent à leur empereur, parce que pour un Japonais, leur empereur c'est sacré. Évidemment, les Américains voulaient absolument balancer leur satanée bombe atomique. Pourquoi? Pour voir ce que ça allait faire, et aussi pour étudier ce qu'ils ont fait après. Ils ont envoyé des médecins étudier les ravages des radiations nucléaires sur les enfants japonais, en les observant, sans les soigner, bien sûr. Il l'avait déjà fait sur leur militaire. Hein. Oui, il l'avait fait aussi sur leur militaire. Mais, donc ce qu'il faut comprendre, c'est que les Américains, je parle ici des politiciens et du système, évidemment, du complexe militaro-industriel américain et politico, je ne parle pas de l'américain moyen, on est bien d'accord. Mais ces 200 ans d'existence, ces 200 ans de guerre, ça a été le Vietnam, ça a été la Corée, ça a été l'Afghanistan, c'est la Syrie. L'Irak. C'est l'Irak, c'est, je veux dire, les mecs, c'est sanguinolent, quoi, et on en est à plus de 80 millions de morts, quand même. Je veux dire, alors quand on vient me dire, ah ouais, le vilain Poutine, mais le vilain Poutine, pour l'instant, il a pas bombardé personne, il a juste mis un coup de pied dans la fourmilière pour récupérer simplement le Donbass, qui sont des citoyens russes et qui, depuis le coup d'État de Romaïdan de 2014, se prenaient des bombes sur la gueule. Et ça a fait plus de 20 000 morts chez les civils dans le Donbass. Mais ça, évidemment, la grande presse mainstream n'en parle jamais. Mais quant à Xi Jinping aussi décrié, bah, c'est pareil. Moi je dis, il est peut-être contestable, mais d'un autre côté, la Chine n'a jamais envahi de pays et n'a jamais emmerdé qui que ce soit. Bon, ils ont un litige avec Taïwan, ça on le sait. Mais je veux dire, la Chine n'a pas été envahir de pays, alors que les Américains, ils en sont donnés à cœur. Parce que vous savez, oui, le Tibet, mais le Tibet, ça a toujours été revendiqué par la Chine. Bon, là, c'est un conflit pratiquement interne, à tort ou à raison. Hein. Oui, mais je veux dire, à part ça. Il y a les Américains derrière au Tibet, qui sont du côté des Tibétains. Non, mais là, il n'y a pas de. C'est aussi les Américains qui foutent la merde au Tibet. Ah bah, de toute façon, les Américains foutent de la merde partout. Mais je finis, et puis après, je vous renvoie là. Mais vous savez, en Syrie, moi je suis allé 2 fois en Syrie. Je suis allé une fois en Syrie en 2021 et je suis allé une fois en Syrie en 2023, donc l'année dernière, invité par mon ami syrien Adnan Azam, qui d'ailleurs est en train de marcher entre Paris et Bruxelles pour la Palestine. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand je suis arrivé en Syrie, je suis arrivé dans un pays en guerre, donc, mais j'ai pris une claque parce que j'ai vu un pays en ruine, j'ai vu un pays vraiment, mais qui continue à vivre parce que le peuple syrien est un peuple ultra résistant. Mais ce que je voulais dire, c'est que les Américains, quand ils vous disent qu'ils sont partis de Syrie, ce sont des menteurs. Ils exploitent toujours dans le nord-est le pétrole et le gaz syrien et ils le revendent pour eux. Ils n'en redonnent pas une goutte au peuple syrien. Ils cultivent aussi, ils font cultiver les champs de blé dans le nord-est aussi de la Syrie, sans redonner un épi de blé au peuple syrien. Donc quand Biden disait on est parti de la Syrie, c'est un menteur, et ce sont des criminels, parce que le peuple syrien vit sous embargo depuis plus de 12 ans, et croyez-moi, vivre sous embargo, ça signifie quoi? Ça signifie pas de médicaments, ça signifie pas de matières premières, pas de possibilité de reconstruction du pays, c'est très compliqué.
Et vous savez, quand vous arrivez en Syrie, ce qui est intéressant, c'est que là, ici, on a l'électricité, donc tout va bien, on se branche sur Internet, on a... Là-bas, pas du tout. Il n'y a pas d'électricité, c'est pas éclairé, il n'y a pas d'éclairage public. Et tous les commerces qui sont éclairés, les hôtels et les hôpitaux fonctionnent avec des groupes électrogènes. Des groupes électrogènes, parce que sans groupe électrogène, vous n'avez pas de jus là-bas. Donc, si vous voulez, et ça c'est la coalition internationale, c'est les Américains, c'est la France, c'est l'Angleterre, c'est... Enfin bref, toute la coalition internationale pourrie, quoi. Voilà, c'est ça. C'est vrai que j'ai un peu là-dedans, quand je parle de ça, ça a une tendance à m'énerver, mais quand j'ai vu de mes yeux vus ce qui se passait là-bas, c'est vrai que ça m'a fait une claque. Tout ça pour dire qu'on est quand même... je crois qu'il y a un monsieur dehors. Il me semble que Tout ça pour dire qu'on est à la croisée des chemins, parce qu'en ce moment, le problème, c'est qu'on est sur le fil du rasoir. C'est-à-dire que soit, effectivement, c'est les Russes et les BRICS, et les Chinois et les BRICS qui l'emportent, soit c'est les USA et l'Europe. Oui, mais dans la balance, au milieu, il y a quand même Trump. Pour moi, il est au milieu. Ah ben, il est au milieu, c'est-à-dire que de toute façon, il faudrait que Trump soit réélu, ça c'est une évidence absolue. Maintenant, attention, le complexe derrière militairement industriel américain n'est pas si simple que ça à gérer. Donc ça, c'est compliqué. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas d'une simplicité. Alors c'est sûr qu'un Trump vaudra bien mieux qu'un Biden, qui de toute façon est un vieillard sénile et qui n'érige absolument rien. Mais en ce moment, on est sur le fil du rasoir, c'est-à-dire que sur le conflit russo-otanusien, qui va l'emporter, les BRICS ou les USA, et sur le conflit israélo-palestinien, on n'est pas sorti de l'auberge non plus, puisque de toute façon, le but du jeu par l'extrémiste colonialiste Netanyahou, c'est l'éradication complète de la bande de Gaza pour faire main basse aussi sur les 500 billions de dollars de gaz au large des côtes gazaouites. Donc, ça aussi, c'est pas dit dans la chanson. Il y a une construction messianiste quand même qui traîne depuis... Ah bah en plus, mais de toute façon, c'est la politique extrémiste de Netanyahou est très contestée en Israël. Il faut savoir que tous les Israéliens ne sont absolument pas en accord avec la politique de Netanyahou, mais Netanyahou verrouille l'armée, verrouille les 700 000 colons juifs ultra-armés qui font des raids en Cisjordanie, qui se rapproprient des maisons, etc. Donc effectivement, alors évidemment, quand on parle de ça, tout d'un coup, moi sur Twitter, les mecs me disent « Ah oui, vous êtes antisémite, machin », je ne suis pas du tout antisémite, je suis anti-Netanyahou, c'est complètement différent. Voilà. C'est pas pareil. Antisioniste, c'est pas possible. Oui, antisioniste aussi, mais c'est ça le truc. Alors on est quand même sur on est sur le fil du rasoir, là, c'est-à-dire que c'est pour ça que c'est important de comprendre un peu tous les mécanismes, et c'est important aussi quand il y a des gens qui vous posent des questions et vous ne savez pas trop, c'est important de leur donner des faits et de leur dire voilà où on en est, voilà ce qui se passe, etc. Si vous voulez la preuve, tac, vous pouvez, voilà. Donc j'ai à peu près terminé la conférence, après je vais vous donner la parole. Maintenant ce qu'on peut faire, c'est un peu des questions-réponses. Voilà, je vous ai donné une vue d'ensemble qui est évidemment beaucoup plus traitée dans mon livre, donc ça, je vous invite évidemment à le lire. Et pour le reste, questions. Oui. Nous sommes les Gaulois réfractaires.